7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Pierre-Romain Thionnet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur national du RNJ, le mouvement jeune du Rassemblement national. Street Press vous appelle le radical lieutenant de Bardella. C'est un titre qui vous parle ? Ils sont très forts pour les noms. Libération a fait un portrait aussi. Après, quand on lit en fait l'intégralité ensuite, on est un peu déçu. Le titre est un peu racoleur. Ouais. Ensuite, il n'y a rien de bien effrayant à l'intérieur. Ils arrivent toujours à faire quelques liens avec une photo, avec une personne qui en était. Et ils retrouvent 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'elle fait maintenant. C'est les méthodes classiques, mais c'est amusant. Alors, hier se tenait le dernier gros meeting de campagne de Jordan Bardella et Marine Le Pen. Plus de 6000 personnes réunies. Une démonstration de force, comme on en a assez rarement vu depuis le début de la campagne. Là, il y avait vraiment du monde et de l'ambiance. Jordan Bardella a axé son discours essentiellement contre Emmanuel Macron. Nous devons infliger à Emmanuel Macron la plus lourde défaite qui soit. Pourquoi ? Est-ce que c'est le principal ennemi du Rassemblement national aujourd'hui, Emmanuel Macron ? Oui, sans aucun doute, c'est le principal ennemi. Et dans cette campagne, en effet, on a, vous le rappelez, dans ce meeting, mais dans l'ensemble de nos prises de parole publiques, dans les débats, on a bien polarisé cette campagne, dans l'air de dire, c'est Ursula von der Leyen qui est la présidente de la Commission européenne. Elle a été choisie notamment par Emmanuel Macron. Ouais. Donc l'Europe de Macron, l'Europe d'Ursula von der Leyen, c'est ça à laquelle on doit afficher la plus lourde défaite dans les urnes dimanche prochain. Et donc on ne se trompe pas d'adversaire dans cette campagne. Voilà. C'est bien eux qui sont à la fois au pouvoir en France, mais aussi qui sont aux manettes à l'Union européenne. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas Valérie Ayé qui vous fait de l'ombre. Non, c'est pour ça qu'il s'implique, que ce soit le Premier ministre, le Président de la République. Oui. C'est pour ça qu'ils veulent mettre en doute le fait qu'il y ait une dimension nationale aussi dans cette élection, mais eux-mêmes mettent les moyens de l'État, les moyens du gouvernement dans la campagne au service de leur candidate. Donc il y a évidemment une dimension nationale également. Justement, vous aviez une crainte, vous, lorsque vous avez assisté au débat Bardella-Attal. Vous vous êtes dit que c'était comme un enjeu peut-être plus dangereux pour Bardella que pour Gabriel Attal ? Non, je pense pas. Parce que le simple fait qu'il y ait eu ce débat, nous on estime qu'on en est ressorti gagnant parce qu'ils ont déjà nationalisé la campagne. Ensuite, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait réussi à profiter de ce débat puisque Gabriel Attal n'est pas forcément identifié à Valérie Ayé. Donc les gens ont regardé un débat entre le Premier ministre et ça n'a rien changé en fait dans les sondages. Je pense qu'ils ont fait une erreur en acceptant le débat, donc c'est plutôt tant mieux pour nous. Et en effet, c'était un débat très important. Et je crois que ça a donné lieu quand même à des échanges de fond sur des sujets quand même assez techniques, parfois sur les questions de priorité nationale, que la modalité de contrôle des frontières. Donc je pense que c'était ce qui était attendu aussi pour un peu éclairer aussi l'opinion publique, aider les gens à faire leur choix. Donc oui, c'était un débat très important, on l'a pris très au sérieux, donc ça a consacré beaucoup de travail. Nadine Morano, qui est député européen, qui est sur la liste de François-Xavier Bellamy, a réclamé à notre antenne un débat entre François-Xavier Bellamy et Jordan Bardella, qui n'aura vraisemblablement pas lieu puisque le scrutin a lieu dimanche. C'est un débat qui aurait pu avoir lieu ? Écoutez, je crois qu'il a eu lieu à plusieurs reprises. Oui, bien sûr, comité, mais on va dire. Lors des débats, il y a quand même plusieurs moments où ils se sont interpellés directement tous les deux. Donc je pense que, honnêtement, les sujets... Peut-être que les Républicains, ou je ne sais pas si c'est François-Xavier Bellamy qui parle à travers Nadine Morano, ou c'est Nadine Morano qui prend cette initiative. Voilà, mais je pense que François-Xavier Bellamy ou Jordan Bardella ont eu l'occasion de se dire ce qu'ils avaient à se reprocher ou à se dire lors des débats. Ensuite, il y aurait pu avoir un débat. Nous, on a accepté certains débats. Il y a eu celui avec il en a refusé d'autres. Oui, on en a refusé d'autres. Mais vous avez pu voir, il y en a encore un demain soir sur France 2. Il y a quand même un très grand nombre de débats. Qui parfois les thèmes reviennent les uns après les autres. Donc je ne crois pas qu'il était nécessaire non plus d'en faire 10. Après, voilà, il y a eu lieu aussi une petite polémique sur ce sujet. Mais on a accepté des débats, notamment face à Valérie Ayé, qui nous semblait le plus important, puisque c'est contre leur vision de l'Europe qu'on s'oppose principalement. Face à Valérie Ayé. Non, mais après, parce que c'est la tête de liste. Après, c'est pas nous qui choisissons la candidate Valérie Ayé, c'est eux qui l'ont choisie, donc nous, on l'affronte. Emmanuel Macron, qui doit s'exprimer jeudi dans 2 journaux télévisés de 20h. François-Xavier Bellamy dénonce une réquisition des JT à la veille d'une fin de campagne. Il dit, je cite, « Quand la presse lit déjà ce choix comme la dernière chance de sa liste, il est clair qu'il s'agit d'un nouveau détournement électoral indécent. » Vous partagez ce jugement ? Je pense que tout à fait. Pour double raison, pardon. En effet, pour... monopolisation des JT, il aurait pu le faire le vendredi soir, ça aurait été encore plus manifeste. Oui, c'est vrai. Pour cette raison-là, mais aussi ce que je crains, alors on n'a pas encore assisté au discours, mais moi je crains et je serais extrêmement déçu du président de la République qu'il utilise les commémorations
du débarquement pour envoyer des messages politiques à 2-3 jours du scrutin. Ah. Et ça, il y aura évidemment une retranscription des discours. Et je crains aussi qu'il ose aller dans cette bassesse-là, qui, à mon avis, les questions de mémoire ne devraient pas être instrumentalisées à quelques jours du scrutin. Mais malheureusement, je pense qu'il y aura des sous-entendus assez évidents dans ces déclarations. On écoutera ça. Raphaël Glucksmann a explosé le plafond de verre qui semblait confiner le Parti socialiste depuis quelques temps, à 2 doigts de dépasser Valérie Hayé. Comment vous l'expliquez, ça ? Écoutez, je pense que Raphaël Glucksmann est peut-être un fédéraliste plus convaincant que Valérie Hayé. Donc moi, c'est absolument pas ma tasse de thé. Vous l'aurez compris, c'est évidemment la vision de l'Europe à laquelle le Rassemblement national s'oppose dans cette campagne. Mais je pense qu'il est peut-être plus convaincant sur ces thématiques-là. Et alors que Valérie Hayé en fait, ils nous ont accusé toute la campagne d'avoir un projet caché, peut-être qu'on y reviendra sur le Brexit, etc. Ouais. Mais finalement, dans cette campagne, c'est eux qui avancent masqués, qui n'osent pas dire les options politiques qu'ils mettent sur la table, ils n'osent pas défendre ce qu'ils défendent au Parlement européen. Et donc finalement, c'est Raphaël Glucksmann qui ose dire, lui, il faut construire davantage une Europe fédérale, il faut donner plus de compétences à l'Union européenne, alors que la liste macroniste, sûrement sur consigne d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, est beaucoup plus prudente et prend des accents parfois protectionnistes ou souverainistes. Et donc, ils masquent leur jeu. Et donc, je pense qu'un électorat qui est beaucoup plus européiste se retrouve davantage dans Raphaël Glucksmann. Oui. Alors justement, vous parlez de cette campagne cachée, ce projet caché, le Frexit, etc. Plus globalement, quelle est la vision, j'allais dire, du Rassemblement national sur l'Europe ? Alors effectivement, il y a un discours qui a quand même changé au fil du temps. Vous ne quittez plus l'Europe. Pourquoi en fait, ce changement voilà. Alors, ce qu'on tient à rappeler souvent, c'est que ce changement, il ne date pas de la dernière élection, il date encore de pratiquement 10 ans. Oui. Donc, ce n'est pas une nouveauté où il n'y a pas eu une évolution des positions du parti dans les 5 dernières années, depuis la dernière mandature. C'est un changement qui avait eu lieu après l'élection présidentielle de 2017. Donc, on peut revenir sur toutes ces raisons. Elles ont été déjà assez largement expliquées, surtout en 2017-2018. C'était quand même l'actualité politique. Mais en effet, on ne défend pas la sortie de l'Union européenne. On ne la défendait pas non plus en 2019. Jordan Bardella était notre candidat en 2019. Et il n'a pas fait campagne sur ce sujet-là. Ensuite, ça ne veut absolument pas dire qu'on embrasse et qu'on prend dans nos bras l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui avec ses règles. Il y a tout un tas de choses qu'on propose. Donc, là, on peut y revenir. Mais si on reste dans la vision globale, qu'est-ce qu'on attend de l'institution européenne aujourd'hui ? Nous, si on peut faire des comparaisons historiques, je pense qu'on défend le mieux la construction européenne telle qu'elle avait pu fonctionner au début. Il y avait des principes fondateurs, notamment tels que le général de Gaulle s'était battu pour les faire appliquer sur la table. Ouais. C'était notamment l'idée... On accepte ce rapprochement entre Européens parce qu'il y a des proximités de civilisation évidentes. Et il y a des discours du général de Gaulle, notamment dans ses mémoires, qui sont absolument excellents sur cette proximité civilisationnelle. Et il explique que c'est doit être une chance, on doit bénir le fait qu'on ne soit plus en guerre et qu'il n'y ait plus de haine entre nos voisins. Ça, c'est la base de la construction européenne. Donc déjà, cette approche civilisationnelle, peut-être qu'on y reviendra plus en détail, mais nous, c'est celle qu'on partage et c'est ce qu'on met en avant. À partir de là, il y a un besoin de délimiter cet espace civilisationnel et d'en faire un espace aussi d'économique, d'échange, mais il y a besoin de protection extérieure. Il y avait un tarif extérieur dans les années 50, 60, 70 qui a été ensuite largement raboté pour faire plutôt une zone de libre-échange total qui se vantait d'être la plus ouverte au monde. Donc il y a un besoin de protection extérieure au point de vue commercial, économique. Là, on pourra revenir dans le détail de nos propositions. Ça, c'est important. Il y a aussi, évidemment, nous, la liberté de circulation entre Européens, on y est attaché. Moi, je pense que comme vous, comme tout un tas de personnes qui nous écoutent, on trouve plutôt agréable de pouvoir traverser les pays européens sans contraintes particulières. En revanche, quelle était la condition à cette libre circulation ? C'était d'avoir une protection de nos frontières extérieures. Là encore, les libertés à l'intérieur pour une protection extérieure. Or, on a complètement abandonné la protection des frontières extérieures. Je vais faire un dessin à personne de toutes ces images catastrophiques qu'on voit, les gens qui traversent les frontières à Ceuta, Melilla, qui débarquent ensuite en Espagne, les gens qui traversaient soit le fleuve Évros, soit qui prennent tout un tas d'embarcations pour arriver en Italie, en Grèce. Donc il y a évidemment là, c'est ce qu'on appelle nous la double frontière, la nécessité de protéger cette frontière européenne. Donc on est attaché au fait qu'il puisse y avoir une Europe politique dans ce sens-là, avec des rapprochements, des concertations, des programmes communs, mais on doit affirmer certaines protections qui aujourd'hui sont délaissées. C'était tout le combat de Fabrice Leggeri, notamment ce problème de frontière passoire avec Frontex. Frontex qui donc ne sert visiblement à rien, pour résumer. Comment on fait alors pour... En fait, tout le problème de Frontex, et c'est ce qu'on a dénoncé depuis des années, ce n'est pas l'organe en soi. Le fait d'avoir une agence de garde-côte, de protection des frontières, je pense que
dans notre camp national en général, c'est quand même quelque chose auquel on est très attaché. Oui. Mais en fait, c'est l'outil. Ensuite, il faut les règles. Quelle finalité on donne à cet outil et quelles règles on lui donne pour exercer ses missions. Et c'est là où le bas blesse pour la Commission européenne actuelle, c'est que Fabrice Légéry, ça a été tout son combat. Quand il a pris la tête de la direction de Frontex, il y avait déjà des débats entre est-ce que ça doit être une agence plutôt de protection des droits humains, des droits fondamentaux, donc en allant accueillir les migrants, en sécurisant les bateaux et ensuite en étudiant l'ensemble de leur statut, essayer de trouver à quelle procédure, quel titre ils pourraient être acceptés sur le continent européen. Ouais. Fabrice Légéry avait une démarche inverse, c'est qu'il expliquait le principe de base, le présupposé, c'est la protection des frontières et le refoulement des personnes qui se présenteraient à nos frontières de manière illégale. Donc aujourd'hui, il y a eu cette bataille a été perdue, c'est la raison pour laquelle il a quitté Frontex, mais c'est une question de volonté politique. S'il y a une autre volonté à la Commission européenne, ou notamment aussi au Conseil européen, il y a évidemment possibilité de changer ça et qu'il n'y a rien d'irréalisable. Et nous, ce qu'on propose, c'est de dire à Frontex que sa mission fondamentale, c'est la protection des frontières extérieures et que pour y parvenir, on autorise le principe de pushback. Donc, je sais que sur Radio Courtoisie, on ne doit pas faire d'anglicisme. C'est le principe de refoulement. Oui. Mais il est connu aussi comme pushback. Mais c'est le principe de refoulement. C'est-à-dire que systématiquement, quand des embarcations illégales se présentent dans les mers, on les intercepte, on sécurise évidemment les personnes à bord. Il ne s'agit pas non plus de couler des navires ou de repousser des gens sans les mettre en sécurité. Ils sont parfois dans des situations dramatiques pendant des jours sur la Méditerranée. Mais on les renvoie vers les ports de départ. C'est aussi le principe du droit maritime. Donc voilà ce qu'on dit. Nous, on n'est pas contre le principe de Frontex. On estime que c'est même une agence assez extraordinaire dans l'efficacité, mais il faut en changer les règles. Alors il y a Frontex, les frontières extérieures, puis il y a les frontières intérieures, et le rôle de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui met clairement des bâtons dans les roues des nations dans leur politique migratoire. Est-ce qu'il faut quitter la CEDH ? Quel est votre rapport à cette institution ? Il y a en effet tout un tas de dispositions qui sont clairement contre le droit des peuples et la protection des peuples. Nous, qu'est-ce qu'on dit sur ces sujets migratoires ? C'est qu'évidemment, il y a des choses à faire au niveau de l'Union européenne, on en a parlé pour Frontex, mais pour nous, le principe fondamental, c'est le peuple qui est la Cour suprême en France. Et c'est pour ça que sur le thème migratoire, nous expliquons que la seule voie possible, c'est de faire un référendum sur les questions migratoires pour mettre dans notre Constitution des dispositions sur notre politique migratoire et reprendre le contrôle. Contrairement à ce que disent certaines personnes, à la fois des fois du côté des européistes, de la Commission européenne, mais également des fois dans une frange assez très très souverainiste, dans certains des partis aujourd'hui qui sont assez peu représentés, mais ils nous expliquent qu'on ne peut pas, le droit français est inférieur au droit européen. Alors ça c'est vrai, en revanche ils oublient que la Constitution française est supérieure au droit européen, s'impose au droit européen. Et c'est pour ça qu'on parle de cette question de référendum et de modifier la Constitution, parce que c'est le moyen de remettre nous, ce qu'on veut défendre pour le peuple français, une nouvelle politique migratoire au niveau constitutionnel et qui s'impose au droit européen. Donc, en effet, il y a là la CEDH, c'est ainsi qu'on voudrait régler ce souci et ne plus dépendre des jurisprudences ou des décisions de la CEDH. Donc, il y a évidemment une volonté de reprendre le pouvoir sur la CEDH, mais par un référendum en France. Marine Le Pen était présente au grand rassemblement Viva Europa en Espagne la semaine dernière, organisé par Vox, dont le représentant a déclaré vouloir faire le pont entre Giorgia Meloni et le Rassemblement national. Est-ce que ça veut dire que le Rassemblement national au Parlement européen pourrait se rapprocher du groupe ECR ? Alors, ça c'est tous les débats sur les groupes. Oui. Je ne veux pas faire de langue de bois, mais je vais quand même rappeler quelque chose. C'est que, très honnêtement, toutes les questions de rapport de force, de discussion, négociation, qui siégera dans tel groupe, ceux qui vous disent aujourd'hui il faut voter pour nous parce qu'on sera dans tel groupe qui sera le plus puissant, etc., mentent ou alors sont trop optimistes parce que les vraies discussions vont arriver le soir, dimanche soir ou lundi matin, etc., en fonction des rapports de force dans chaque pays, en fonction des scores de différents partis. Absolument, rien n'est joué. Et vous avez pu le voir, il y a aussi des différentes négociations, des appels de pied qui sont faits de part et d'autre. Il y a par exemple Viktor Orban qui a fait un grand entretien au journal Le Point et qui a donné clairement son idée que pour lui la force motrice du changement dans le sens que nous voulons en Europe, ce serait en effet reposant entre les mains de Giorgia Meloni et de Marine Le Pen. Donc vous avez aussi mentionné que Vox a invité le Rassemblement national et n'a pas invité Reconquête à son événement officiellement. Donc il y a et alors pourtant on n'est pas dans le même groupe au Parlement européen. Donc vous voyez bien que les questions de groupe
finalement sont assez secondaires, on va dire. sont assez secondaires, et que c'est la question des rapports de force politique qui décidera de qui peut siéger dans tel groupe ou non. Et ensuite, il ne faut pas non plus fétichiser les groupes politiques au Parlement européen, puisque ce n'est pas un système de coalition vraiment fixe et définitif. Il y a certains textes qui peuvent être votés avec certains groupes, des fois certains groupes à l'intérieur ne votent pas les mêmes choses et sont plutôt proches d'autres formations dans l'intérieur de deux groupes. Donc ils ont évidemment une utilité, mais il ne faut pas non plus les fixer dans le marbre et croire que tout ça ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas faire de choses avec des groupes différents. Pour l'instant, le Rassemblement national reste à identité démocratie. Il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat sur ça. Vous êtes 23e sur la liste de Jordan Bardella, si je ne me trompe pas, en place éligible donc. Quels sont pour vous les principaux enjeux de ces élections? Quels seront vos principaux chantiers? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus, en gros, Pierre? À titre personnel? Oui. Je crois que moi, c'est par formation aussi, mais par l'actualité aussi qu'on peut voir dans le monde ou dans l'Europe. Je crois que les affaires internationales, militaires, les questions de défense sont revenues très largement sur le devant de la scène. Alors évidemment, on peut le déplorer parce que ça se traduit par un certain nombre de drames humains à travers le monde, à l'est de l'Europe évidemment, mais on voit très bien que depuis notamment le 24 février 2022, mais avec ce qui se passe au Moyen-Orient également. Et il y a une compétition de plus en plus intense aussi entre les États-Unis et la Chine, la question de Taïwan. Mais je crois que les affaires militaires reviennent sur le premier plan, en tout cas dans un plan très important de la politique mondiale, et qu'on ne pourra plus fermer les yeux comme depuis 30 ans ou 40 ans sur les fameuses déclarations sur la fin de l'histoire, la fin du tragique, la disparition de la guerre, qu'on n'y aurait plus que des opérations de maintien de la paix, qu'on pourrait faire des économies sur nos budgets militaires, que la perspective d'un jour d'être engagé dans un conflit d'auto-intensité serait une vue de l'esprit. Je crois que tout ça a largement été balayé. Et donc, ce sont évidemment des questions qui se posent au niveau national, au niveau européen. Et à titre personnel, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup, que je pense que c'est assez fondatrice pour l'avenir. Donc, ce seraient plutôt des sujets qui me passionneraient. Ensuite, à voir avec les compétences qui sont permises au Parlement européen, les questions aussi de quelle influence pratique on peut avoir sur ces questions, mais ce serait évidemment ces questions que je trouve fondamentales. On va en parler justement après le bulletin d'actualité de 9h. D'abord, Pierre-Romain Thionnet, depuis plusieurs jours, des manifestations d'envergure ont lieu un peu partout en France en soutien à la Palestine, en France, en Europe, dans le monde. En France, sous l'impulsion essentiellement de Rima Hassan, candidate elle aussi aux européennes sur les listes de Manon Aubry. Avant de parler de ce phénomène de société, quel regard portez-vous sur la campagne de la France insoumise ? Écoutez, je crois que plaisir. Non, mais j'ai pas besoin d'être très très virulent. Je crois qu'il y en a d'autres qui s'en chargent mieux que moi. Mais en revanche, je crois qu'il est assez clair s'ils pouvaient nier le fait qu'ils avaient une stratégie électorale il y a quelques années. Si ça pouvait encore être ambigu, notamment entre 2017 et 2022, où il y avait encore une petite teinte républicaine, souverainiste, patriote parfois. Avec d'ailleurs, on parlait des questions de défense, des fois des choses très intéressantes sur les questions de défense qui pouvaient être dites par Mélenchon ou ses équipes. Là, je crois qu'il est très clair qu'il y a un choix qui a été fait électoral, qui n'est pas un mauvais choix de leur point de vue, j'imagine, mais qui tombe dans des questions, je pense, au niveau de la morale, qui sont tombés très bas et que ça, à mon avis, ça sera contre-productif. Mais ils ont fait clairement le pari d'un électoralisme en essayant de flatter un électorat 100%, ils font le pari de l'avenir sur les banlieues, l'électorat, la population musulmane en France, un pari aussi démographique. Et je crois qu'ils ont évidemment compris que la Palestine était un levier de mobilisation sur ces questions pour les européennes, mais je pense que ça ne se traduit pas forcément dans les urnes. Mais en revanche, c'est évidemment une préparation de 2027. Ah oui, bien sûr. Bon, on l'a vu d'ailleurs, et quand on regarde l'électorat, en fait, le pourcentage d'électeurs musulmans chez Jean-Luc Mélenchon, c'est phénoménal, quoi. Oui, bien sûr. C'est plus de la moitié. Oui, exactement. Ce n'est pas simplement une petite... un petit échelon supérieur, là, c'est alors, captation. Ces manifestations, ces slogans souvent antisémites, pour vous, c'est une réaction limitée dans le temps, une réponse à ce qui se passe effectivement en Palestine, ou un phénomène beaucoup plus profond? Vous parliez d'électoralisme. Est-ce que pour vous, c'est un enjeu civilisationnel carrément? Est-ce que là, on sombre vraiment dans quelque chose de beaucoup plus important que simplement des revendications, des slogans C'est évidemment, alors, la question palestinienne est un peu ce qui mettra le plus mobilisera le plus leur énergie, parce que là, tout est cristallisé dans la question palestinienne. En plus, il y a l'opposition à Israël, donc dans cet électorat qui est plutôt aussi un très fort islamisme, antisémitisme, donc c'est une opposition aux juifs de leur part. Ça, clairement, ils essaient de le mettre sous le couvert, mais c'est sur ça qu'ils jouent. Il y a des sous-entendus assez très régulièrement. Et donc, je crois, en effet, même si la question
au Moyen-Orient devait s'apaiser, même s'il devait y avoir une trêve. D'ailleurs, il y a des discussions en ce moment. Oui. C'est une possibilité de cette trêve. Je pense qu'évidemment, tout ça trouverait d'autres couloirs très rapidement, que ce soit en France ou dans le reste du monde, et que cette mobilisation n'en finira pas là. C'est évidemment une perspective de mobilisation générale en vue de 2027 pour faire passer le premier tour à Jean-Luc Mélenchon. Et là, tout ça a été très bien établi. Vous savez, ils ont leur institut de formation, l'Institut Labo ici. Ouais. Ils avaient reçu Piketty et Cagé, qui ont sorti une étude pour montrer qu'il était possible finalement de reprendre un électorat rural et populaire en parlant des questions sociales pour le détacher du Rassemblement national. Et Mélenchon a introduit cette conférence et a très clairement dit qu'il ne voulait pas de cette stratégie et pour lui que l'avenir, ou en tout cas ce qu'il fallait viser, c'était l'électorat de banlieue. Ouais, il ne s'en cache même pas. Voilà, non, il ne s'en cache absolument pas. Et ça a été un sujet de tension avec François Ruffin. Mais voilà, donc il est très clair aujourd'hui qu'il n'y a plus de doute sur cette stratégie. Elle est officiellement théorisée par Mélenchon. Et je pense qu'en effet, il y a une dimension derrière civilisationnelle, c'est évident. Puisqu'ils traduisent une fracture qui existe en France sur les questions de communautarisme, de différentes civilisations sur le sol français, et ils veulent la traduire politiquement. Donc là, on arrive à finalement une étape finale. Alors on poursuit cet entretien juste après le bulletin d'actualité, il est 9h. Dernière question sur Rima Hassan. Éric Nolot considère que Jean-Luc Mélenchon est le danger numéro 1 en France aujourd'hui. C'est peut-être un peu exagéré, mais on comprend en même temps la démarche. Est-ce que vous considérez que Rima Hassan est une personnalité dangereuse très clairement, politiquement? Une personnalité dangereuse, non seulement par les finalités politiques qu'elle veut donner à son combat, mais également, je crois qu'elle l'a montré notamment très récemment, sur les déclarations qu'elle peut faire officiellement, notamment sur Twitter, où elle est totalement incontrôlable. Je ne sais pas si elle a appels à l'insurrection. Oui, totalement. C'est s'apprendre à une chaîne de télé, à aller complètement perturber une émission, et je pense que c'est complètement hors de toute responsabilité. Je crois qu'il y aurait très bien pu avoir des gens assez déterminés sur la question pour décider d'entrer dans un studio radio et avec des conséquences sûrement dramatiques. Donc oui, évidemment, c'est quelqu'un de très dangereux, je pense. Et j'espère qu'elle ne sera pas élue pour lui donner une caisse de résonance plus importante. Ouais. Alors pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les enjeux actuels, notamment en termes de défense, l'Union européenne devrait-elle éclaircir sa position vis-à-vis du conflit israélo-palestinien? On parlait de l'Ukraine tout à l'heure et on en reparlera justement après. Mais sur le conflit israélo-palestinien, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment quelle est la position de la France et de l'Union européenne de façon générale. C'est vrai que de manière générale, sur les questions diplomatiques, ces enjeux de politique étrangère, je crois qu'il faut plutôt se réjouir que l'Union européenne ne soit pas finalement l'organe qui fixe notre diplomatie, qui prenne des positions, puisque c'est quand même un combat très important, je pense, de notre camp, de faire en sorte que la Commission européenne ne prenne pas de prérogatives dans ce domaine. Elle peut avoir une voix diplomatique, d'influence ou symbolique, mais je crois qu'il faut que ça reste entre les mains des États-nations, au sein du Conseil européen. Donc là-dessus, en revanche, le Conseil pourrait prendre position, mais il y a en effet une très forte division des différents États européens sur cette question-là. Ouais. Vous avez vu qu'un certain nombre ont déjà fait acte de reconnaissance d'un État palestinien il y a quelques jours pour mettre la pression sur Israël. Je crois qu'il n'y aura pas d'unité sur cette question. Je crois que c'est pour des raisons à la fois intérieures, extérieures, de relations diplomatiques avec Israël. Mais non, je n'attends pas de l'Union européenne qu'elle prenne de position sur ce sujet-là. Mais je crois que ce n'est pas son rôle et ce ne serait pas dans notre intérêt. Alors sur le conflit russo-ukrainien, justement, Emmanuel Macron, les États-Unis et l'Allemagne ont donné le feu vert à l'Ukraine pour utiliser leurs armes contre la Russie. Peut-on, selon vous, s'attendre à des représailles? Est-ce nécessaire d'autoriser aujourd'hui, en plus, parce que d'un point de vue agenda, en tout cas, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment. Comment jugez-vous la situation et la position de la France en particulier? Depuis le début du conflit, le Rassemblement national a une position assez claire et cohérente, qui est de dire, évidemment, c'est la Russie qui a décidé dans son agenda politique, géopolitique. D'ailleurs, elle l'avait préparé par des discours pour nier l'existence d'un peuple ukrainien depuis des années auparavant. Elle a envahi l'Ukraine et on a fait le choix de prendre position en faveur de l'Ukraine, et y compris en permettant l'envoi de matériel militaire pour la protection de l'Ukraine, de sa souveraineté, et en effet pour pouvoir repousser les offensives russes. Donc ça s'est traduit, on a été favorable à l'envoi de matériel notamment. C'est une guerre principalement d'artillerie. C'est principalement ce qu'on appelle une guerre d'attrition. Ils ont besoin de munitions, d'obus, et c'est principalement sur ça qu'il faut aller. Et je crois que le fait qu'il y ait eu ce soutien à l'Ukraine a aussi obligé les États européens à réarmer, à refaire fonctionner leur industrie de défense, alors qu'on avait largement désarmé. Donc il y a parfois un côté cynique, mais la tragédie ukrainienne nous a réveillé aussi nos esprits européens. Il y a aussi des moyens importants à livrer à l'Ukraine au point de vue de la défense aérienne, parce qu'il y a
il y a eu tout un tas d'attaques de civils, de sites importants en Ukraine et de villes ukrainiennes. Et je crois qu'il est important de pouvoir fournir à l'Ukraine ces matériels-là. Ensuite, c'est là tout le danger dans ces... tout le flou, c'est que sur la notion de co-belligérance. À partir de quand on devient partie nous-mêmes au conflit? À partir de quand la France serait en guerre avec la Russie, pour parler très concrètement? Cette limite n'existe pas. Il n'y a pas de seuil précis à partir duquel on pourrait être en guerre avec la Russie. Mais c'est pour ça que nous sommes opposés à cette décision qui vient d'être prise par Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on peut livrer ces matériels-là, mais on le limitait pour l'instant à des frappes sur les troupes russes qui entreraient en Ukraine. L'Ukraine a respecté cela jusqu'à maintenant. On utilise votre matériel, mais uniquement dans les conditions que vous nous avez fixées. Là, ils décident d'aller plus loin et d'autoriser l'armée ukrainienne à frapper le territoire russe directement. Alors, il y a encore des limites qui ont été mises. Ils expliquent qu'il ne pourra pas frapper au-delà d'une certaine région, on ne frapperait pas des villes, mais évidemment, tout ça est très difficile à contrôler, et donc on ne serait pas à l'abri que du matériel français puisse frapper ou commettre des dégâts irréparables. Civils, voilà, exactement. Par exemple. Et ensuite, il y aurait évidemment une réponse russe. D'autant plus, il y a une autre déclaration qui a été faite, la possibilité d'envoyer des formateurs ou des instructeurs sur place. Oui. En soi, ce n'est pas un acte de guerre, puisqu'il ne participerait pas au conflit. Mais on voit très bien dans quel engrenage on met le doigt, parce que s'il y a des instructeurs et formateurs, il suffit qu'ils soient visés par une frappe russe. Et c'est tout à fait possible de les identifier. J'imagine même qu'ils seraient une cible prioritaire de l'armée russe. Si on devait perdre des hommes sur le théâtre ukrainien, est-ce que la France ne répondrait pas par aucune manière? Est-ce qu'on ne dirait pas la Russie vient de commettre un acte irréparable et il est de notre devoir de répondre par une frappe également ou par s'en prendre à je ne sais quel élément de l'armée russe quelque part. Donc on voit bien que même si ce n'est pas un acte de guerre tout de suite à l'heure où l'on parle, ça pourrait le devenir par un engrenage infernal. Donc c'est pour ça que nous nous opposons à ces options supplémentaires qui ont été mises sur la table, même s'il faut continuer à aider l'Ukraine sur d'autres pans de soutien militaire ou logistique. Sur la question civilisationnelle, Pierre-Romain Thionnet, ces questions de civilisation, Reconquête s'en est beaucoup emparé. Vous n'avez pas un peu l'impression de d'avoir cédé cette partie de vos combats à Reconquête? Sur cet aspect-là, je ne pense pas du tout, puisque au contraire, on a mis cette question de la protection de nos frontières, la question migratoire au cœur de notre campagne à différentes reprises, et ça s'est vu aussi lorsqu'on a fait le choix de prendre Fabrice Légéry a fait le choix de nous rallier, l'ancien directeur de Frontex. C'était un message très fort qui a été envoyé sur ces questions migratoires notamment. Et je crois que même dans le discours d'hier, qui a pu être tenu par Jordan Bardella au Dôme de Paris, il y avait une très large place qui était faite aux questions migratoires, à laquelle il a consacré toute la fin de son discours. Donc je crois, non, au contraire, on le dit dans cette campagne, que cette question de la civilisation européenne, la question migratoire, elle est au cœur des enjeux. Et d'ailleurs, c'est l'enquête d'opinion qu'il disait il y a quelques jours, c'est la première préoccupation des Français, à pratiquement égalité avec les questions de pouvoir d'achat et des fins de mois. Donc c'est pour ça qu'on mène cette double campagne. Et je crois que c'est plutôt à notre honneur, je trouve, de dire qu'il ne s'agit pas d'écraser un sujet par l'autre, il ne s'agit pas d'en mettre un de côté ou non, mais il est tout à fait possible d'avoir deux axes de campagne, deux axes de bataille. C'est ce qu'attendent les Français. Je pense que c'est notre devoir d'y répondre. Donc il n'est absolument pas question de mettre de côté la question civilisationnelle. C'est la question qui prime, mais elle ne doit pas aller sans non plus répondre aux attentes des Français qui sont en difficulté, qui ont des fins de mois et qui n'ont parfois pas le temps de penser à la civilisation. Je crois que c'est important d'y répondre. Alors sur des sujets plus précis, Éric Zemmour s'est rendu à Crépol ce week-end après avoir tenu un meeting à Valence. Il y a rencontré des amis de Thomas qui a été assassiné il y a 6 mois déjà. En octobre 2022, c'était la petite Lola qui était retrouvée dans une malle devant son immeuble, assassinée par une OQTF. Et à l'époque, Jordan Bardella et Marine Le Pen ont refusé de participer au rassemblement initié certes par Reconquête, mais ensuite par l'Institut pour la justice. Pourquoi? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des événements qui nous dépassent et qui devraient juste nous indigner et nous réunir, au-delà du clivage politique? Oui, tout à fait. Vous avez parlé en effet, sur l'affaire Lola, il y avait eu une émotion très forte dans tous les camps politiques, mais je crois que Reconquête, le Rassemblement national, les Républicains également, avaient vraiment s'était élevé contre la situation. La personne était sous OQTF. Je crois qu'il y avait tout un tas de choses totalement irrégulières et qu'il fallait dénoncer. Donc l'ensemble de notre camp général, on va dire, a été accusé de récupération. Ensuite, nos députés RN à l'Assemblée nationale avaient fait un événement pour alerter sur la situation et rendre hommage à Lola. Je crois qu'il y a eu cette initiative en effet qui avait été prise, mais il ne se paraissait pas nécessaire d'y participer en plus de ce qui avait été fait par le parti à côté. Même symboliquement ? Écoutez, il y avait aussi un risque et on peut rétrospectivement
l'événement s'était bien passé, il faut le dire, mais il y avait quand même un risque, on ne savait pas exactement qui était à la manœuvre au tout début, qui allait y participer, et vous savez comme moi comment ça se passe souvent lorsqu'on a raison de dénoncer un phénomène, un événement, mais qui peut avoir peut-être quelques incidents lors d'une mobilisation. Les médias, nos opposants vont tout de suite utiliser cela pour discréditer la cause qu'on aurait voulu soulever. Donc ça, c'est ça qui avait présidé à cette décision. Ensuite, sur Crépol, nous étions rendus aussi, moi, avec des camarades du Rassemblement national de la jeunesse. On était allé à Crépol en décembre dernier. Et c'est vrai que ça avait ému tout un tas de militants de manière très sincère. Donc avec des militants du Rhône, de la Drôme, on s'y était rendus dans ce village qui était encore très meurtri. C'était assez peu de temps après. Et on avait aussi rencontré un certain nombre d'amis de Thomas qui venaient dans le café du village pour avoir un peu de réconfort aussi. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui nous a tous marqués. On y pense encore régulièrement. Et malheureusement, il y a d'autres prénoms qui ont entaché l'actualité, la triste actualité française depuis Thomas. Oui. Et il y a quand même un phénomène inquiétant, c'est que vous avez vu aussi dans un certain nombre de fêtes de village ces derniers jours. Vous le dire, oui. Voilà, il y a eu le même phénomène, alors qu'il n'est pas allé jusqu'à un drame aussi terrible que celui qui avait frappé Thomas, mais par exemple, dans le Tarn, dans l'Isère, il y a quelques jours, on a revu certaines bandes qui sont venues essayer de perturber des fêtes du village et venir gâcher la fête de Français ordinaires qui passaient un peu de bon temps dans ces villages qui sont parfois désertés, c'est parfois l'âme qui leur reste. Ça, pour vous, c'est un basculement de la société, c'est une limite qui vient d'être franchie, le fait que même dans des villages, des cités, en fait, viennent saccager des moments, des personnes, parce que vous disiez effectivement qu'on n'a pas connu le même drame qu'avec Thomas lors de ces attaques de fêtes de village. En revanche, je crois qu'il y a un jeune qui a subi quand même... Oui, tout à fait. Oui, non, je disais, ce n'est pas jusqu'à la mort de quelqu'un, mais bien sûr, il a été très gravement blessé. Mais je crois qu'en effet, ce n'est pas ça ne doit pas être vu comme une simple... finalement divergence au sein de la jeunesse, comme avant il y avait, parce qu'on peut toujours revenir très loin en arrière, vous savez, c'est ce que nos opposants adorent faire, c'est nous dire il n'y a rien de nouveau, il y avait déjà différentes jeunesses. Mais je crois qu'il y a 80 ans, les différentes jeunesses, c'était de dire qu'elles avaient différents goûts musicaux, différents goûts vestimentaires, ou alors peut-être des opinions politiques, bon, certes divergentes, parfois jusqu'à s'affronter dans les rues du quartier latin, quelque chose comme ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a face à face des jeunesses qui n'ont plus rien à se dire, et ce qui les éloigne est plus important que ce qui les rapproche. Et je crois que c'est ça qui fait que ce n'est pas une différence de degré, mais de nature aujourd'hui qui oppose la jeunesse par rapport à ce qui pouvait l'opposer il y a plusieurs décennies. Et j'avais écrit une tribune dans le JDD après le drame de Crépol, et j'avais notamment insisté sur c'est un choc de décivilisation. Je crois que la décivilisation, en un seul mot, Emmanuel Macron avait pu reprendre ce terme d'ailleurs il y a 2 ou 3 ans. Je crois que c'est ça quoi nous faisons face, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait pu croire acquis au sein du peuple français, dans les principes de civilisation, la manière de se comporter, la manière de la relation à l'autre, la manière aussi de respecter l'intégrité physique des personnes, la façon de se comporter dans l'espace public, la façon de considérer les femmes aussi dans tout un tas de situations. Tout ça était des acquis très profondément ancrés, auxquels on ne faisait même plus vraiment, on n'y pensait même plus. C'était pas inné évidemment, parce que c'est quelque chose de culturel, civilisationnel. Aussi, voilà. Et je crois que tout cela était complètement remis en cause par la politique migratoire. C'est évidemment un lien direct et évident avec la politique migratoire. Et aujourd'hui, qui fait que ce processus de civilisation qui avait été très long, parce que notre histoire n'est pas non plus tout à fait calme dans les manières de parfois des violences civiles très importantes, mais je crois que ça a été un processus assez exceptionnel et sur le temps long, et qu'on a complètement effondré en 30-40 ans de politique migratoire, et c'est ça notre enjeu vital aujourd'hui. Pierre-Romain Thionnet, vous avez 30 ans, vous êtes engagé, demain vous serez de toute évidence élu au Parlement européen. Que dites-vous aux jeunes qui n'ont pas votre hargne, qui désespèrent de la politique? Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs? Malheureusement, je crains que ces jeunes-là ne nous écoutent pas en plus en direct en ce moment. Mais en effet, il y a un phénomène en effet, on a parlé de ces deux jeunesses-là. Il y a là sur le point de vue civilisationnel, même parfois c'est même pas civilisationnel, parce qu'il n'y a pas d'attachement particulier chez certains jeunes à une civilisation, c'est une décivilisation plutôt, c'est la perte de tout comportement comme nous on peut l'entendre. Mais il y a aussi une jeunesse qui est apolitique, et qui ne croit absolument pas que la politique peut être un moteur de changement, et d'ailleurs qui ne souhaite pas particulièrement de changement. Je crois qu'il faut le dire aussi. Il y a une partie de la jeunesse qui veut mener une vie tout à fait tranquille, ou d'autres préoccupations, et qui n'a absolument pas d'engagement dans la cité, qui ne pense pas du tout au bien commun. On ne peut pas forcément leur reprocher. Parfois, c'est
il y a peut-être des choses qui incitent moins qu'avant à s'engager pour la cité, ou le fait de ne plus vraiment d'avoir un peuple ou une nation qui est soudée donne pas forcément aussi envie de vouloir mener ces combats-là. Mais je crois qu'il faut tenter par tous les moyens possibles de les rattacher aux questions politiques, de leur montrer que si eux ne s'intéressent pas à la politique s'intéressera à eux. Bon, c'est pour reprendre, je crois que c'était Lénine, donc c'est peut-être pas une très bonne référence. Mais, et nous, on tente de le faire. Jordan Bardella, notamment, tente de le faire par différents canaux, notamment. Alors, ça lui est reproché par les journalistes, mais d'utiliser massivement TikTok. Et je crois que c'est. Alors, on peut y voir certains soucis, après, sur la façon de regarder machinalement TikTok. Mais je crois qu'il y a quand même un moyen de toucher une partie de la jeunesse. Alors, certes, au début, ce sera une politisation très douce. Ce sera en regardant quelques minutes d'une vidéo, mais je crois que c'est ça qui peut amener aussi plus loin, à se rendre à un meeting. Moi, hier au meeting à Paris, il y a des jeunes qui sont venus pour la première fois de leur vie dans un meeting politique parce qu'ils ont vu Jordan Bardella sur TikTok. Mais ils font quand même la démarche de venir dans un meeting politique. Peut-être que demain, ils auront envie de s'engager dans nos rangs un peu plus, de venir aux conférences qu'on peut faire, aux actions militantes. Et je crois que d'utiliser ces canaux comme TikTok, Instagram évidemment, c'est un moyen aussi de tenter de rattacher la jeunesse à la vie politique en général. Très rapidement, votre définition de la civilisation européenne, pour Alors conclure. Là, c'est la question. Pour y être extrêmement attaché, et ce serait très très dur à définir. Comment je pourrais la définir ? Alors oui, on a tout eu à l'antenne. On a une civilisation judéo-chrétienne, un héritage. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments clés Non, alors moi je dis seulement européenne. Je pense que c'est très important. Et je l'oppose pas, mais je la distingue aussi de l'Occident. Je crois qu'il y a aussi ce débat-là qui peut exister parfois. Est-ce que c'est une part de la civilisation occidentale ou non ? Non, moi je crois que c'est une civilisation qui est profondément européenne. Et je vais répondre par un moyen détourné. Je crois que dans la construction de l'identité, il y a aussi souvent une besoin d'un autre, d'une opposition. Et donc pour définir cette civilisation, je dirais qu'elle se définit par opposition aux menaces que nous avons en commun. Et donc aujourd'hui, cette menace que nous avons en commun, c'est en effet le défi migratoire, la question civilisationnelle, et le fait qu'il y ait différentes civilisations qui nous sont hostiles ou qui représentent un danger pour la pérennité de l'Europe. Donc je crois que c'est comme ça qu'on doit la définir aujourd'hui. Ce serait par opposition, et c'est ainsi qu'on se rend compte qu'on a un tas de combats en commun avec différentes jeunesses européennes. Français et européens ou européens et français ? Français et européens, bien sûr. Merci beaucoup, Pierre-Romain Thionnet, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur national du RNJ, Rassemblement National de la Jeunesse, conseiller régional d'Île-de-France, 23e sur la liste de Jordan Bardella. Bonne dernière semaine de campagne. Merci aussi. Et rendez-vous après le scrutin.